Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi, enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé, j'adorais lire des magazines féminins, et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien, Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est... Kelly. Salut Kelly, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter ? Moi je m'appelle Kelly, j'ai 21 ans, j'habite maintenant à Paris depuis un peu plus d'un an, donc je suis drag queen. Je suis aussi le jour technicienne de laboratoire en service de bactériologie. C'est vrai ? Mais je savais pas ça, tu l'étais pas quand on s'était rencontrés à l'époque pour les photos, d'accord ? Du tout, non. Et à côté aussi de ça, je suis perruquière pour le milieu drag et burlesque, établi du coup maintenant à Paris. D'accord, tu crées les wigs. Ouais, c'est ça. D'accord. Et nous, on s'était rencontrés il y a 2 ans pour une série de photos que je faisais sur les Rémois. Exactement, ouais. Eh bien, on va commencer ton test de personnalité. T'as hâte ? Ouais. T'as hâte de connaître le thème ou... Ah, de fou, même les questions et tout, j'ai très hâte. C'est genre typiquement le type de questions magazine, etc. genre. Ouais, c'est un peu comme Elle ou Glamour. J'adore. Les tests un peu débiles. Moi, j'aimais beaucoup répondre à ce genre de questionnaires sur les magazines et tout. Moi, j'avais 2 sœurs et à la maison, il y avait beaucoup de magazines féminins. Et du coup, je m'amusais à faire ces tests. Donc, je sais quel meilleur ami je suis, par exemple. Génial. Là, ton thème, c'est quelle chanson de Céline Dion êtes-vous ? Super. Voilà. J'adore. Donc, j'espère que tu aimes un minimum Céline Dion. Ça va. Je devrais m'en sortir. Bon, parfait. On va passer au test. Donc, 10 questions, 3 propositions à chaque fois. Ok. Donc, quelle chanson de Céline Dion êtes-vous ? T'es prête ? Ouais. Nickel. Comment décririez-vous votre style vestimentaire ? Donc, choix numéro 1, A. Audacieux et excentrique. Vous aimez vous démarquer avec des tenues flamboyantes et originales. B. Classique et intemporel. Vous préférez les pièces qui traversent les époques sans perdre leur charme. Ou C. Élégant et sophistiqué. Vous optez pour des tenues chic et raffinées. Chaque détail de votre tenue est soigneusement choisi pour un look toujours impeccable. Donc audacieux, excentrique, classique, intemporel ou élégant et sophistiqué. Je pense que pour la partie civile et même également la partie drague, je pense que je suis plus classique et intemporel. Étant donné que dans la vie de tous les jours, je m'habille assez classiquement, un jean normal avec un petit haut sympathique, mais trop rien de très excentrique, etc. Et pareil pour le drag, je m'habille souvent avec des pièces Mugler qu'on a beaucoup de mal à trouver, c'est vrai. Qu'on galère à chiner. Et est-ce que tu as eu une phase vestimentaire un peu douteuse que tu regrettes, une mode que tu caches un peu ? Je regrette d'avoir porté des skinny très longtemps en jean. Ça revient. Ouais, ça revient et c'est vraiment pas très beau. Ça revient trop vite à mon goût, mais ça revient malheureusement. Ouais. J'étais bien dans mes jeans larges, je vais être obligé de remettre des slims. Moi je pense que je ne passerai jamais au slim, skinny, tout ce qui suit... ça colle à la peau. Maintenant que j'ai découvert les jeans larges, on va rester ici. C'est la vie. Avec ta transition, parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu es en cours de transition. Ouais. Comment évolue ton style vestimentaire ? Justement, c'est intéressant qu'on en parle. C'est assez... c'est de nouvelles choses en fait. Et disons qu'avant, je prenais pas tellement d'intention à bien m'habiller. Je prenais vraiment ce qui venait, un jean, un haut et puis c'est tout. Et même ça m'embêtait un petit peu en fait quand j'allais faire les boutiques dans les rayons hommes. Je trouve ça vraiment ennuyant. Les dérivés de noir, de marron, de bleu et de gris, j'en ai un peu marre. Et en fait, moi je regardais toujours aussi le rayon des femmes de loin. Et c'est vrai que moi ça m'a toujours en fait attiré et intrigué parce que littéralement il y avait les hauts, les tops, les brassières. Enfin il y a beaucoup il y a beaucoup plus matière à faire en fait avec le rayon féminin. Et c'est un plaisir en fait du coup maintenant de m'habiller. Voilà. Ou alors ça coûte beaucoup plus cher chez les hommes. Ouais, pour s'habiller. Exactement. Disons qu'en fait parfois la culture fait que les femmes ont plus tendance à montrer leur peau. Et donc du coup c'est souvent moins cher parce qu'il y a moins de tissu. Ah oui, super. Question numéro 2, votre activité préférée lors d'un jour de congé ? C'est organiser une soirée avec des amis où vous adorez être entouré de vos proches et passer de bons moments en leur compagnie. Lire un bon livre ou regarder un film romantique. Vous appréciez la tranquillité et les moments de détente. Les histoires touchantes et profondes sont votre échappatoire.
Ou C, vous voyagez ou planifiez votre prochaine aventure. Vous avez soif de découverte et de nouvelles expériences. C'est compliqué. Alors, avec le travail, j'ai eu quand même pas mal de jours de repos, parce que c'est dans le public, donc voilà, ça va. Qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'on travaille pas beaucoup. J'aimerais dire la A. Non, j'aimerais dire la B, pardon. Donc j'aimerais dire que en soi, j'aime bien rester chez moi et me mettre devant un film, etc. Mais dans ma tête, je vis assez de manière à planifier toujours plein de choses avec mes amis, sortir, là, faut qu'on aille ici, faut qu'on aille là. Donc je pense que je dirais la A, de façon organisée en fait, organiser des sorties. T'aimerais ne rien faire, mais tu fais beaucoup. C'est ça. Donc dans une semaine, c'est très rare que je passe une soirée à ne rien faire. Bon, voilà. Donc là, tu as des hobbies en dehors du drag? Un seul ou plusieurs? Parce que moi, j'en ai quand même beaucoup. Tous, vas-y. Du coup, j'aime beaucoup la coiffure. Parce que du coup, à côté de ça, il y a toute cette partie perruque que je produis. Ça a réellement pris beaucoup d'élan et d'intensité depuis que j'habite à Paris. C'est une vocation de devenir un métier? Entre deux... C'est parti pour une petite story time. Je suis arrivé à Paris avec un autre job de laboratoire qui se passait pas très bien, à la Pitié-Salpêtrière, dans le sens où c'était assez sale et lugubre et les conditions n'étaient pas très folles. Voilà, donc j'ai préféré le quitter. Du jour au lendemain, en fait, j'ai dit non, stop, j'en peux plus, parce que je voyais que ça commençait vraiment à me tirer dessus. Et donc, vraiment, du jour au lendemain, j'ai fait OK, on arrête direct. Donc, ça a été une grosse crise existentielle. Je pense qu'on peut un peu comparer ça à un burn-out, je sais pas. C'est un peu un gros mot, je sais pas. Mais voilà. Et ensuite, pendant 4 mois, j'ai fait des perruques pendant 100% de mon temps. Ce qui était vraiment pas mal. Mais j'arrivais à gagner ma vie, à payer les factures, etc. J'avais en plus à l'époque un atelier, etc. Enfin, j'étais vraiment établi donc, dans ce sens-là. Mais disons que c'était du coup mettre à profit une passion. Et du coup, la relation que j'avais avec ma passion était un peu changée. Du coup, j'ai préféré me dire, bon, je suis encore assez jeune, on va essayer de se poser et de se dire que bon, ça commence à prendre une tournure qui est assez sérieuse et je ne sais pas si je suis prête, en fait, littéralement, à me dire, ok, on va vraiment mettre à profit tout ça. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas juste patienter un petit peu, prendre un peu plus de skills, pour t'améliorer un petit avant peu, de se lancer un petit peu. Mais disons que c'est très plaisant, hein, la vie de perruquière. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, je connais ça, effectivement, quand la passion devient ta source de revenus principale, ça peut faire flipper, effectivement. C'est ça. Parce que c'est moins une passion et du coup, tu peux douter. Ouais, voilà. Mais tu as d'autres passions? Ah oui, à côté des passions, du coup, moi j'aime beaucoup les animaux. Je suis maman de 3 petits cochons d'Inde. Voilà. Zaz, Zazie et Zizou. Il y a un thème sur Il les prénoms. y a un thème, voilà. J'adore les animaux en général, j'adore l'aquariophilie, les grands aquariums. Tu donnes des noms à tes poissons également? Non, les poissons, il y en a quand même beaucoup, donc non. Qu'est-ce que j'aime aussi beaucoup? J'aimais beaucoup faire de la fimo. De la fimo, espèce de pâte à modeler qu'on cuit au four. Qu'est-ce que j'aime aussi? J'aime beaucoup peindre, j'aime bien lire. J'ai pas mal de hobbies, donc c'est un peu compliqué de tous les entretenir en même temps. Sinon, j'aimerais bien en fait que ma journée fasse 48 heures, mais bon, c'est pas possible. Alors, on va passer à la question 3. Quand on vous demande votre opinion, vous êtes toujours franche et directe. Vous dites ce que vous pensez sans détour. La vérité et l'honnêteté sont primordiales. Choix numéro 2, la B, réfléchi et empathique. Vous prenez le temps de considérer les sentiments des autres avant de donner votre avis. Ou C, diplomate et équilibré. Vous cherchez à maintenir l'harmonie et à trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. C'est compliqué. Réfléchi, empathique pour la B, diplomate et équilibré pour la C. Et la A, c'était toujours franche et directe. Disons que fut un moment, j'essayais de... Il n'y avait pas de je prends en compte les émotions de la personne derrière, ce qui me rendait un peu froide et vicieuse. C'était un peu bizarre. Mais maintenant, j'essaie plus d'écouter la personne et de dire bon, d'accord, cette situation n'est pas ouf. Toujours dans une optique de conseiller, en fait. Donc, je ne sais pas quel... plutôt, réfléchi et empathique. Réfléchi et empathique, je pense. Dirais ça. Mais toujours dans une optique de conseil et de... bon, il se passe ça. D'accord, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir? Voilà. Ok, donc la B. Question numéro 4. Votre plus grande peur est...
attention, d'être mal comprise. Vous avez peur que votre vrai moi ne soit pas perçu par les autres. Vous tenez à ce que vos intentions soient claires. B, perdre quelqu'un de cher. Vous redoutez de perdre les personnes que vous aimez. La connexion émotionnelle avec vos proches est essentielle. Ou C, ne pas réaliser vos rêves. Vous craignez de ne pas accomplir ce que vous avez toujours désiré. Je pense que c'est la C. La C, ne pas réaliser ses rêves. Ouais. Disons que j'ai grandi autour de Reims. Très belle ville. J'en ai fait beaucoup. Jusqu'à mes 11 ans, j'habitais à Montmelon-le-Grand. Ah oui. Je sais pas si tu vois. Ouais. Suite à ça, ma mère a perdu son travail. Et du coup, il y a eu une grande période en fait de... littéralement transfuge de classe en fait. Où c'était, on passait d'un milieu assez... je vais pas dire aisé, mais on arrivait bien à vivre, le chômage et puis le RSA. Quand on a 6 enfants et qu'on est mère célibataire, c'est pas foufou. Donc il y a eu cette part de moi où je me suis dit, mais mince, comment je vais faire pour m'en sortir? Enfin, moi, j'ai détesté la vie de campagne, c'est-à-dire que j'en suis venu à un moment donné à vivre devant un champ. Disons que moi, j'étais toujours une enfant très rêveuse qui répétait à ma mère que... ou même mes frères et sœurs, que je voulais vivre dans une grande ville, que je voulais vivre à Paris, parce que c'était vraiment génial. Ça y est. Voilà, et en fait, on me riait toujours un petit peu au nez en me disant, mais bien sûr, tu vas finir comme tout le monde, avec un petit job sympa, et puis voilà, quoi. Donc, un peu ce truc, un peu, je vais pas dire méchant, mais je pense que les gens essaient plus d'être réalistes en me disant, bah, c'est bien beau de rêver, mais je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être agir, tu vois. Donc, je pense que c'était pas non plus dans une optique de nuire, mais moi, en fait, ça m'a beaucoup touché. Et à un moment donné, j'ai commencé à y croire, en fait, de me dire, mais mince, en fait, tout ce que je veux faire, je ne vais pas réussir à le faire. Et ça a été un combat depuis mes 16 ans jusqu'à le jour où j'ai réussi à trouver un appartement à Paris, de me dire il faut que je réussisse à faire ce que je veux faire, en fait. Il faut que je croie à mes rêves, que je m'y accroche et que je perde pas le fil, en fait. Question 5. Si vous étiez un animal, vous seriez un perroquet coloré, éclatant et sociable, vous aimez attirer l'attention et communiquer avec ceux qui vous entourent. B, un chat doux et mystérieux, vous avez une nature calme et indépendante, mais vous appréciez les moments d'affection et de confort. Ou C, un aigle majestueux, fier et ambitieux, vous visez toujours les sommets et vous avez une vision claire de vos objectifs. Je pense que jeune, j'aurais dit un aigle majestueux. Pour toutes les raisons en fait, que j'ai citées dernièrement, toujours ce truc de vouloir aller plus haut, être la meilleure, tout ça. Mais maintenant, je pense que je suis plus un chat doux et comment ? Et mystérieux. Ouais. Bon, la part de mystère, je pense qu'elle elle aurait pas trop lieu d'être, peut-être, je sais pas. Mais disons que c'est plus... Je sais ce que j'ai envie, en fait. Maintenant, j'ai un peu acquéri, je sais pas, cette manière de me dire, bon, peut-être, en fait, le mieux, le bien, le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux exactement, est l'ennemi du bien, c'est ça, pardon. Dans un sens où, voilà, je pense que maintenant, ouais, il y a plus ce côté posé. Il n'y a pas besoin de... c'est pas parce qu'on vise pas le haut qu'on n'est pas heureuse. Ouais. Voilà. Donc, plus... choisir ce qui me convient plutôt que ce que la majorité voudrait. D'accord. Question numéro 6. Votre approche face aux défis est sauter tête première et improviser. Vous faites face aux obstacles avec bravoure et spontanéité. Analyser la situation avant d'agir. Réponse B. Vous préférez comprendre tous les aspects d'un problème avant de prendre une décision. Ou C. Planifier soigneusement et exécuter avec précision. Oui, c'est ça. Planifier soigneusement et exécuter avec précision. Vous ne laissez rien au hasard. J'ai envie de dire les trois. Les trois. C'est compliqué. Tu peux. Après, c'est chiant pour compter. Voilà, c'est juste ça. Disons qu'il y a une grande partie de moi en premier lieu qui planifie soigneusement. Je pense que oui. Je pense que la réponse serait quand même la C. Dans le sens où, avant d'agir, je planifie, je réfléchis pas mal à comment je peux le faire, quelles sont les meilleures tactiques, quels sont les meilleurs plans à adopter. Et à un moment donné, quand je commence à en avoir marre de trop attendre, ou quand je dis que c'est bon, je saute les 2 pieds dans le plat directement. Ouais. Donc planifier soigneusement, exécuter avec précision. Bon, ça c'est pour les défis. Et pour les échecs, c'est quoi ton rapport à l'échec ? Il n'y a pas de réponse par rapport à ça, c'est juste une petite question entre nous. Ah là là, le rapport à l'échec.
C'est compliqué comme Tu question. as eu un gros échec qui t'a marqué déjà dans ta vie? Un gros échec qui m'a marqué. Je dirais plus que c'est plus le. Moi, je suis plutôt du genre à essayer de me créer un idéal. Ouais. Disons, dans ma tête, si je veux qu'il se passe ça, puis ensuite ça, puis ensuite ça, puis ensuite ça. Et quand tout ne se passe pas comme prévu, pour moi, c'est un échec. Ouais. Un échec cuisant. Donc, quand je suis arrivé à Paris avec... Planifier soigneusement et exécuter avec précision. c'est ça, on y exactement. revient. En fait, on y revient. Et donc, quand je vois que finalement, ça ne se passe pas comme prévu, il y a une grande part de moi qui commence à s'affoler, en fait. Ouais. Qui commence à me dire, mais en fin de compte, ça ne se passe pas comme prévu. Ça m'énerve, ça me rend triste. Parfois, je me mets à pleurer. Et enfin, je tombe au plus bas. Je me dis, bon, il serait peut-être temps de se relever et puis de faire quelque chose. Mais ouais, je pense que l'échec, je le vis fort au moment. Ça dure une journée peut-être. Et après, on se dit, bon, il serait peut-être temps de se lever et trouver justement un autre plan pour suivre. Voilà. Et ce rapport de l'échec, tu l'as aussi au quotidien. Si tout ne se passe pas comme prévu, est-ce que ça te déstabilise? Est-ce que ça te met de mauvaise humeur ou... Je suis quelqu'un qui n'aime pas quand les plans changent au dernier moment. Ouais. Je te rejoins. Ouais, voilà. Moi, je supporte pas cette phase-là de « Ah, finalement, non, on a décidé de faire ça ». Ça a le don de me faire sortir de mes gonds directement parce que du coup, moi, je me prépare émotionnellement finalement à vivre un moment qui finalement ne vient pas ou me prend au dépourvu. Donc, ça m'énerve et parfois, je deviens un peu piquante et désagréable. Et les gens ne comprennent pas qu'on soit bougon alors que c'est normal. Exactement. On avait prévu qu'ils soient là à 20h. Il est 20h05, ils ne sont pas là. Merde. Merci. Voilà. Je suis grave d'accord. Tu n'es pas seul. Question 7. Quelle est votre boisson préférée? Un cocktail exotique, vous aimez les saveurs surprenantes et les mélanges audacieux. Un chocolat chaud réconfortant, vous trouvez du réconfort dans les petites choses simples et douces de la vie. Ou un verre de vin élégant, vous appréciez les plaisirs raffinés et vous savez apprécier les bonnes choses avec modération et élégance. Je pense que je prendrais la réponse C. Un bon verre de vin. Oui, je suis la personne qui prend un bon verre de vin blanc au repas, dans le bar, peu importe où on va, je prends très souvent un verre de vin. Ouais, un vin à recommander? Qu'est-ce que j'aime bien aussi? Bon, il est quand même très très sucré, mais le Montbazillac. J'allais dire Montbazillac, mon préféré avec le Sauterne. Oui, exactement. Voilà. Mais je suis, ma famille est originaire de là-bas, donc je suis presque obligé. Voilà. Mais vin blanc, l'un de mes vins blancs préférés, Montbazillac, Sauterne. Après, il faut aimer le sucre. Il faut aimer le sucré. Parfois, il y a des personnes qui le boivent et qui sont en mode ouf, c'est intense quand même. Ça prend en bouche, mais parfois, disons que je vais avoir envie de quelque chose de moins sucré, donc je vais prendre, je sais pas, mon petit chardonnay ou autre chose, mais voilà. Le Côte de Gascogne aussi est très bon. Le Côte de Gascogne est très très bon aussi. Voilà. Je connais moins, sorti du Bordelais. Je connais un peu moins. Il est très bon aussi. Question numéro 8. Votre type de film favori est la comédie musicale. Vous adorez les films remplis de chansons et de danses où l'énergie et la joie de vivre sont contagieuses. B. Le drame romantique. Vous êtes touché par des histoires d'amour et des émotions fortes. Les films qui explorent les relations humaines vous captivent. Ou C. L'épopée d'aventure. Où vous êtes attiré par les récits grandioses et épiques où les héros vivent des aventures palpitantes. Moi, j'ai directement ma réponse. Je vais prendre la réponse A. La comédie musicale. Les comédies musicales et si possible A avec une petite astérix pour la B. Quand les comédies musicales sont aussi un petit peu romantiques, c'est tout ce que j'aime. Petite mention, ma comédie musicale préférée, Funny Girl. Je connais pas. C'est joué par Barbra Streisand. Ah oui, après, je ne connais pas trop. Donc tu devrais connaître. Alors, non seulement je connais pas trop les comédies musicales et je connais pas énormément Barbra Streisand. Donc, ouais, disons, c'est une comédie musicale qui parle justement d'une petite fille qui vient. En fait, je viens de me faire la réflexion, ça fait quand même pas mal penser à ce que je te racontais par rapport à ma vie. Donc, bon. Mais donc, c'est une petite personne qui vient d'un milieu. Pas forcément très artistique ou dans ce genre-là, qui rêve du coup de fouler la scène et ces personnes-là autour sont mais tu vas jamais y arriver. Puis en plus elle est gauche, donc c'est pas très simple pour elle. Et avec de l'entêtement, elle arrive à fouler un petit peu la scène. Puis elle tombe aussi amoureuse d'un bel homme chic, grand, qui a les bonnes manières, voilà, et tout se passe pas comme prévu. Un peu classique comme histoire. Mais c'est vraiment la comédie musicale à regarder selon moi, voilà. Et hormis ça, est-ce que tu as une reco, film, série ou littéraire du moment, un truc que tu as aimé là récemment? Du moment? Ouais. J'ai regardé The Substance.
dernièrement. On en a encore parlé cet après-midi, j'ai toujours pas vu. Et il est incroyable. Ouais, Il faut vraiment que tu ailles le voir. Je trouve que la manière dont il est filmé est fou. L'intrigue est excellente. Il n'y a pas plus, pas moins. C'est très bien réalisé. Ça fait un petit peu. Il y a aussi un peu ce rapport à la femme, comment elle est vue par rapport à la société. Donc souvent, les hommes le trouvent hyper drôle et les femmes le trouvent un petit peu triste à la fin parce que bon, c'est quand même l'image de la femme, vouloir être parfaite, etc. Et s'y perdre. Donc voilà. Question 9. Comment gérez-vous le stress ? Vous exprimez vos émotions ouvertement, vous parlez de ce que vous ressentez et vous confiez à vos proches. B, vous prenez un moment pour réfléchir seul, vous préférez vous isoler pour faire le point et trouver la paix intérieure. Ou C, vous restez calme et retrouvez des solutions rapidement, vous gardez votre sang-froid et vous vous concentrez sur les solutions pratiques. Eh ben, je pense que je dirais la C. Disons que j'essaye plus de garder mon sang-froid et de garder ce contrôle de moi. Ouais. Et quand je suis chez moi seul, je craque et là c'est la boule d'explosion et gros pleurs sur des musiques tristes et puis après on repart de plus belle. Mais le stress j'essaye de le gérer du mieux que je peux. Ouais. J'essaie de toujours faire en sorte que ça ne se voit pas. Je suis assez dans le contrôle, donc ouais. Et même avant de monter sur scène, tu stresses ? Ou sur scène ? Sur scène, ça va. Mais avant de monter sur scène, avant de monter sur scène, il y a toujours ce petit... ces fourmis qui commencent, la respiration qui devient plus élevée. Même ensuite, si tu es, entre guillemets, caché derrière un personnage sur scène. C'est ça. Donc en fait, finalement, il y a une part d'aisance qui se libère d'un seul coup. Instinctivement, en fait, dès qu'on monte sur scène, dès que le projecteur s'allume, la Lucie s'en va. Hein. Il n'y a pas d'autres mots. Et c'est Kelly qui prend les devants, quoi. Mais disons que j'ai l'impression que c'est un peu... Je trouve qu'on fait un peu du drag n'importe quand, en fait. Moi, je trouve que le drag ne s'étend pas à un personnage scénique. Pour moi, à chaque fois qu'on se lève le matin, on fait du drag. Disons qu'on a choisi comment on va s'habiller, on a choisi notre manière de parler, on a choisi notre manière d'agir, de comment relationner avec les gens. Et en fait, on peut décider d'agir d'une telle façon ou d'une autre, de changer de style vestimentaire. Si on veut se raser les cheveux, on se les rase. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, le drag est une manière plus, selon moi, de faire ça avec beaucoup plus d'excentricité et de justement en faire un personnage qui monte sur scène. Mais Magali de la Conta, qui a 56 ans, a très bien décidé d'être Magali de la Conta de 56 ans. Tu vois ce que je veux dire ? C'est elle qui rentre dans ce petit personnage, qui a un petit carré et des lunettes et qui a son petit trench avec son sac à main. Tu vois ce que je veux dire ? Si elle, voilà, pour moi, ça se joue comme ça. Je sais pas si ça parle. Ça parle. Et le drag, c'est exagéré. Donc, ça, soit drag queen, exagérer les traits féminins, soit drag king, exagérer les traits masculins. Ouais. Comment on crée ce personnage même ? Parce que... Je pense qu'il y a un énorme rapport avec les influences que tu as eues plus jeune. Moi, je sais que j'ai toujours adoré les comédies musicales, que ça soit même Mia, que ça soit Funny Girl. Et c'est toujours bizarrement non. Ironiquement, des rôles joués par des femmes, souvent des femmes assez caractérielles, disons, elles ont un assez grand charisme. Grosse mention aussi, mon personnage s'inspire beaucoup de Miranda Priestly dans Le Diable s'habille en Prada. Toujours grande dame, évidemment, qui sait ce qu'elle veut, qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur de dire non et puis partir, tout simplement. Donc finalement, en fait, on prend juste ce qui nous a inspiré depuis toute notre vie et on en crée un personnage. Donc on a le glamour, on a le glamour d'une telle personne, et puis l'esprit un peu sévère de Miranda Priestly, et puis on en fait un micmac, et puis on prend aussi des références couture qu'on a, si on en a, tant mieux, et ensuite on arrive à se créer un personnage, et c'est avec le temps qu'il s'affine, et voilà. On est déjà arrivé à la dernière question. Oh, ça va vite, hein ? Ça va super vite. Ça va super vite, hein ? Dernière question, donc la question numéro 10, la chose la plus importante dans la vie est... réponse A, l'expression personnelle et la créativité. Vous accordez une grande valeur à la liberté d'expression et à l'originalité. B, l'amour et les relations humaines. Vous placez l'amour et les liens affectifs au cœur de votre existence. Ou C, l'accomplissement de soi et l'exploration. Vous cherchez à vous réaliser et à découvrir le monde. Je pense que je prendrais la C. L'accomplissement de soi et l'exploration. Ouais.
Donc, je suis assez tourné vers tout ce qui est... j'ai perdu le mot qu'on cherche à chaque fois. Accomplissement personnel, les livres qui parlent de... D'accomplissement personnel, ça marche. Je crois que c'est ça, mais je sais plus comment ça s'appelle, les coachs de personnalité. Je l'ai pas. Moi non plus, je l'ai perdu. Bref, je suis assez dans ce genre de choses-là, où je suis assez ouverte en fait aux nouvelles expériences. Ce qui contrecarre un peu ce que je disais un petit peu auparavant, dans le sens où j'aime bien quand tout est ordonné, etc. Mais pourtant, tu cherches quand même... Je cherche toujours à une espèce de nouveauté et de... Je suis jamais fermé à ça, en tout cas. Et parce que tu le choisis. Oui, parce que je le choisis, évidemment. Si je ne le choisis pas, c'est que c'est pas voulu, donc je ne le ferai pas. Eh bien, le test est terminé. Avant de lire... Ouais, ça passe vite, hein. Avant de lire le résultat du test, on va parler un petit peu de toi. Ouais. Donc le test c'était quelle chanson de Céline Dion êtes-vous ? Ouais. Mais ça on le verra un petit peu plus tard. Pour parler de toi, est-ce que tu peux définir ton art ? Est-ce que tu te sens artiste ? Oui. Ouais. J'ai envie de dire que je me sens artiste. Je pense que tout le monde est un petit peu artiste selon chacun de ses domaines et selon sa propre définition de l'artiste. Moi, je dirais que mon art n'est pas tellement dirigé vers la danse, etc. Ouais. Je suis pas du tout celle qui va te faire un grand écart parce que je ne sais pas faire le grand écart. Ça s'apprend. Ça s'apprend et j'ai juste pas envie de m'écarter les jambes comme ça sur scène. C'est pas trop mon type de délire. Je pense que mon art est plus... à texte, j'aime bien faire passer des émotions, j'aime bien me dire que quand je sors de scène, des personnes me disent « Waouh, j'ai pris une plaque dans la gueule, c'était vraiment génial. » C'était le cas quand je t'ai découvert, la première fois que je t'ai découvert sur scène, parce que j'avais photographié sans te voir sur scène à la base, c'était sur une chanson de Dalida, où t'as mis du faux sang partout. J'ai fait éclater l'écran, on n'en reparlera pas, c'est un sujet délicat. Oui, on y est dans l'émotion. Voilà, exactement. Le but de transmettre l'émotion, de dire que parfois la vie, c'est un peu nul, mais disons qu'on en fait des belles choses finalement. Ouais. Donc voilà, toujours essayer de tourner ça vers une forme d'art finalement, je pense. Et ta transition actuelle, est-ce qu'elle modifie ton drag ? Oui, elle modifie beaucoup ce que je perçois au niveau de mon drag. Disons que grâce justement au drag, j'ai pu explorer une partie de féminité que j'avais pas du tout explorée auparavant. Dans le sens où j'ai toujours été à l'époque du coup un garçon très efféminé, qui n'a jamais trop eu de barrière visiblement, même au niveau de ma famille, etc. Le premier fond de teint que je me suis acheté, c'est ma mère qui me l'a offert pour Noël. Enfin, disons qu'il y a pas mal de... Enfin, j'ai pas eu de mal à m'exprimer finalement. C'est plus moi au niveau de ma transition qui me suis mis des barrières dans les roues, des barres dans les roues. Des baguettes, des barres. Des bâtons. Des bâtons. Oh. On perd toutes nos expressions. Et donc plusieurs fois j'avais expliqué. Enfin, c'est même ma mère. Ma mère a beaucoup d'influence aussi sur moi. C'est ma mère qui m'a posé la question. Et tu voudrais pas être une fille par hasard comme ça entre deux verres de coca, elle me pose ça comme question en versant les coquillettes dans la casserole. Elle me pose cette question et moi en fait il y a eu cette part de je sais pas quoi répondre. Et toi, tu le sentais déjà ou c'est cette discussion un peu qui t'a aussi... Pour moi, la question, elle ne se posait pas. Disons parce que je m'étais jamais posé la question moi. Donc, c'était pas évident. Et ensuite, il y a eu cette question qui est arrivée. Et donc, du coup, elle remet quand même beaucoup de choses en question. Cette question de qu'est-ce que tu veux être, en fait ? Et est-ce que la personne que tu es là te convient ? C'est une énorme remise en question, surtout quand on te la pose quand tu as 14 ans. Ouais. C'est un petit peu tendu. Ah oui, c'est pas si récent que ça. C'est pas si récent que ça. Enfin, disons que moi, ça a toujours été le cas. Moi, j'ai annoncé au départ à ma mère que j'aimais les hommes. J'arrivais en 5e. Ouais. Suite à ça, j'ai essayé de m'ouvrir un petit peu. Et je pense que c'est en voyant dans la manière que je m'ouvrais que ma mère s'est rendue compte que, bon, c'est peut-être plus pas d'homosexualité. Tu vois, il y a peut-être autre chose derrière. Ouais. Et souvent, ma mère est du genre à remarquer ce que je ne vois pas au premier abord. Une mère. Donc, une maman, finalement. Donc voilà. Et puis ensuite, il y a eu la question qui est revenue. Et puis, on est parti. Elle se perdait un petit peu. Et puis, en fin de compte, j'ai vu ensuite comment les gens comment dire,
agissait par rapport à ce sujet-là de la transidentité. Et j'ai eu extrêmement peur. C'est même moi-même qui me suis mis un interdit là-dessus, en mode je ne veux pas faire de transition, c'est impossible pour moi. Et me l'avouer à moi-même et me dire ok, on se lance là-dedans parce que je suis une femme trans, ça a été une fatalité. Je l'ai pris comme une fatalité parce que je voulais pas subir tout ce qu'on disait en fait. Bon après, heureusement, il y a quand même aussi une grande part de bonheur. Puis j'ai l'impression également, quand on est une personne trans, qu'on a cette injonction à être militant, alors qu'on ne le cherche pas forcément à militer. Exactement. Et donc du coup, c'était justement prendre une parole. Bon, c'est pas tellement ça qui me faisait peur, mais disons qu'il fallait obligatoirement représenter une cause, en fait. Ouais. Et ça a changé beaucoup de choses. On dévie du sujet de base. Mais comment ma transition... à modifier ton drag. À modifier mon drag. Disons que maintenant, j'ai plus l'envie de montrer ma peau. Avec des choses assez courtes. Disons que à l'époque, d'il y a un an et demi, 2 ans, c'était plus... très habillé, mais disons classiquement, quoi. Un petit tailleur, une petite jupe sympathique. Mais jamais on montrait le corps, jamais on montrait le ventre, jamais on montrait tout ça. Enfin, jamais je ne montrais tout ça parce que je ne voulais pas... parce que je n'aimais pas mon corps, en fait, simplement. Et maintenant que la transition est là, j'ose, en fait. Des pièces un peu plus dénudées, des choses un peu plus... avec moins de tissu. Et pour tendre vers les feuillages burlesques ou pas du tout? Parce que tu fais des scènes burlesques. Mais j'y pense, en fait. J'y pense beaucoup, finalement, à me lancer là-dedans, parce qu'en fait, il y a plus le temps passe et plus je me rends compte qu'en fait, il y a une espèce de forme d'art qui est pas mal, qui est assez touchante et qui mériterait d'être explorée, je trouve. Et ça prendrait lien, en fait, avec mon corps, etc. Donc, j'y réfléchis encore, mais à voir. Ça viendra. Oui. Quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est un peu snob de dire ça. J'ai l'impression de dire c'est comme ma fierté, je suis fier de quoi. Je pense que ma plus grande fierté, c'est ça rejoint un peu ce que j'avais dit avant, c'est de pas me laisser abattre par peu importe la situation que tu vis, que ce soit familiale, sentimentale, financière, peu importe ce qui se passe, d'avoir réussi à aller là où je voulais aller. Ouais. Voilà, je pense que c'est une bonne réponse, je pense. Et quelles sont tes parts d'ombre? Mes parts d'ombre. Disons que la première chose qui se passe quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, c'est ce fait de me dire « Ah bah tu vois, t'as pas réussi. Ah bah tu vois, ça se passe pas comme tu veux parce que de toute façon, tu ne mérites pas. » C'est ce démon intérieur, en fait, ce saboteur qui prend forme différemment selon la personne, qui agit de manière ah bah tu vois, tu n'y arrives pas, t'es nul, tu n'y arriveras jamais. On va passer au résultat du test que je vais te faire lire. Majorité de C. My heart will go on. Oh mon Dieu. Alors, vous êtes forte, résiliente et avez un état d'esprit aventureux, comme l'incontournable My heart will go on. Avec l'accent. Oui, bien sûr, évidemment. J'étais très forte en anglais et j'étais un peu la personne qui parlait anglais et qui me disait allez, ta gueule. Je jouais beaucoup de ça. Vous traverserez les tempêtes de la vie avec grâce et détermination. C'est gentil ça. Rien ne peut vous arrêter. Vous êtes capable de surmonter les obstacles les plus difficiles tout en gardant la tête haute. Votre capacité à rester calme et à trouver des solutions vous fait souvent passer pour un modèle de sagesse. Vous avez une vision claire de vos objectifs et n'hésitez pas à franchir des montagnes pour les atteindre. Votre cœur, toujours vaillant, est votre guide inébranlable. Alors, est-ce qu'on est tombé juste? Ça fait sens, je trouve, hein, en vrai. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, c'était génial. On s'est rencontrés il y a 2 ans où je t'avais photographié et je suis content de voir l'évolution que tu connais. Ça fait plaisir à voir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter pour la suite? De l'évolution. J'ai envie de voir les choses encore plus grandes qu'il ne l'est déjà. Qu'est-ce qui se passe pour la suite? Toujours autant de perruques, toujours autant des commandes de wigs. Toujours des commandes de wigs pour des événements de plus en plus gros et puis voilà, de l'épanouissement. Très bien, mais on te souhaite de l'épanouissement. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K,
et retrouvez l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.